Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous vous joignez à nous, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on va tout d'abord à la MRC Les Basques pour rencontrer Stéphane Lucier, qui est conseiller en développement agroalimentaire, qui nous parle des portes ouvertes du motel agricole de la MRC Les Basques. Ensuite, on va à Saint-Fabien pour l'exposition L'homme comme un arbre de l'artiste peintre Daisy Côté. Et en deuxième partie d'émission, on vous présente des extraits de la conférence de l'Association forestière Bas-Laurentienne sur l'arbre urbain qui était présentée d'ailleurs à l'exposition L'homme comme un arbre de Daisy Côté. Mais tout d'abord, générique. Pour débuter l'émission, on s'en va à la rencontre de Stéphane Lucier, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC Les Basques, pour nous parler des portes ouvertes du motel agricole qui aura lieu le 3 juin prochain. Le 3 juin prochain, les gens sont invités à aller visiter le motel agricole de la MRC Les Basques. Et pour m'en parler, j'ai été rencontrer Stéphane Lucier, qui est conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC Les Basques. Le 3 juin, toute la population, n'importe qui qui est intéressé de près ou de loin du projet, qui veut savoir un peu ce que c'est davantage, est invité à venir à une journée porte ouverte le 3 juin, dans le fond, parce que le motel agricole a été créé... C'est depuis 2019-2020 qu'on est en train de le conceptualiser, si on pourrait dire. Puis depuis l'année dernière, là, il est vraiment en fonction. On a 3 entreprises locataires au sein du motel. Donc on s'est dit, ce serait vraiment le fun d'en faire la promotion. Donc d'une part, c'est pour parler du projet du motel. Puis en même temps, les gens qui viennent vont pouvoir rencontrer les différentes entrepreneuses qui sont installées au motel. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte depuis un certain temps que les gens savent que le motel existe, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Il y a des gens qui croient qu'il faut... en faire une vocation d'agriculture, puis que ce soit un travail à temps plein puis un seul revenu, alors que c'est des genres de trucs comme ça qu'on essaie de démentir. Les gens qui veulent juste avoir un revenu d'appoint, un projet de retraite, peuvent très bien venir s'installer sur les terres du motel agricole. Puis aussi, c'est pas un incubateur, faut pas tout mélanger. Dans le fond, les gens, nous, on peut signer des baux à court, moyen, long terme, tout dépendant des besoins des personnes. Donc, on a entre autres les Champs-Élysées, par exemple, qui ont un contrat de 20 ans. Donc, si quelqu'un veut s'installer pour, entre autres, du fruitier, disons, parce qu'on va pas s'acheter une terre puis planter des pommiers si on est pour être là seulement 5 ans, nous, on offre la chance aux différents locataires de pouvoir s'installer sur plusieurs années, dans le fond. Peut-être que vous vous demandez d'où vient le concept de motel agricole. Eh bien, M. Lucier nous en parle. Ça découle un peu du motel industriel des Basques qu'on a ici, là, le motel éclaté qu'on appelle. Il y en a un à Saint-Clément, il y en a un à Notre-Dame-des-Neiges. Dans le fond, c'est que la MRC reprend un bâtiment ou en bâtit un, peu importe, qu'elle offre ensuite en location à des entreprises en démarrage. Donc, ça fait que tout le capital d'investissement est assumé par la MRC, puis un loyer qui est versé par les locataires. Puis à long terme, éventuellement, les locataires, normalement, rachètent le bâtiment après 3 à 6 ans d'opération. Puis la MRC, ensuite, peut en faire d'autres. Fait que c'est un peu inspiré de ça, mais à la différence que en ce moment, là, c'est une terre agricole, dans le fond, qui est achetée par la MRC.
qu'on loue avec différentes parcelles. Dans le fond, ça décolle à 1 acre, puis ensuite, si quelqu'un veut 6 acres, 10 acres, 20 acres, tout dépendant des projets, ben tout est possible. Dans le fond, on essaie vraiment de faire le plus possible pour accommoder les plus petits, les plus grands, puis ceux qui ont plus envie de se lancer sur le court, moyen ou long terme, là. Je me suis interrogé sur les avantages à être locataire au motel agricole de la MRC Les Basques. Eh bien, voici la réponse de M. Lucier. Ben, comme je le disais, en fait, déjà, c'est que le capital d'investissement plutôt que l'acheter sur un fonds de terre. Puis en plus, on sait que, on le voit dans tous les médias actuellement, là, les terres agricoles au Québec sont en train d'exploser en flèche au niveau des prix, sans compter les taux d'intérêt qui ont aussi triplé. Donc, ça commence à faire une charge financière assez importante. Donc, le fait de venir en location à des prix assez faibles, ça permet de pouvoir mettre plus son investissement dans de l'équipement ou dans de la publicité ou autre chose que seulement dans le fonds de terre. En plus de ça, ben nous, on offre, ça donne accès à des bâtiments, on a accès à l'eau, on a accès à de la machinerie agricole aussi qu'on loue sur les lieux, donc un tracteur avec différentes machineries agricoles qui peut aller derrière. Puis aussi, ça a l'air de rien, mais en étant installé sur le motel agricole aussi, au niveau de l'isolement, on parle beaucoup de la détresse psychologique chez les agriculteurs et agricultrices de nos jours, qui est souvent liée à de l'isolement. Les gens sont tout seuls sur leur terre, sont démunis. Là, ben, il y a comme un petit réseau qui se crée autour. Comme là, en ce moment, il y a 3 locataires, c'est le fun. On peut prendre notre heure de break ensemble. Les gens peuvent communiquer sur leurs différentes réalités, même se donner un coup de main à l'occasion, parce qu'on n'a pas tous des besoins au même moment. Fait que quelqu'un peut aussi bien dire hey, vendredi matin, veux-tu venir m'aider à ramasser des roches, puis lundi prochain, j'irai t'aider à installer tes bâches, par exemple, des trucs comme ça. Donc, c'est entre autres des avantages notables, puis ça crée un réseau de contacts aussi. Puis, moi, je suis là aussi en tant que conseiller en développement agroalimentaire. On est accompagné d'Artère, on connaît tous certains moyens financiers que les gens peuvent aller chercher. On a une bonne équipe aussi au MAPAC régional dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, je pense que ça permet de vraiment être entouré puis de ne pas se sentir seul, en plus de l'avantage financier de ne pas avoir à investir, payer une terre et tout. Pour l'instant, 3 locataires sont confirmés au motel agricole. J'ai demandé à M. Lucier de nous parler desquels. En fait, on a les Champs-Élysées qui sont là depuis le tout début, donc qui fait du maraîchage diversifié. Elle fait 3 sortes de fruits, donc cassis, amélanche et camerise, puis des courges diversifiées, dans le fond, plus de 25 variétés de courges différentes, et qui fait aussi de l'intervention sociale au travers de ça. Donc, l'agriculture est un peu un prétexte pour faire de l'intervention sociale auprès des personnes plus marginalisées. Et ensuite, on a Sophie Lavoie avec son entreprise La Voix du Cheval qui fait des ateliers de croissance personnelle avec les chevaux. Donc, les gens peuvent venir passer, il y a des différentes formules, une demi-journée, une journée, un week-end pour venir se ressourcer auprès des chevaux. Et finalement, on a Laurence Ouellette aussi avec la ferme Les Irissés, qui est une ferme de floriculture. En fait, elle fait pousser des fleurs locales pour faire des bouquets de fleurs coupées. Tu peux avoir un abonnement de fleurs pour les renouveler, sinon ça peut être acheté à la pièce, sinon on peut faire aussi des contrats pour des mariages, des anniversaires, des trucs comme ça dans le fond. Le concept du motel agricole est une idée très intéressante. Peut-être que vous vous questionnez sur l'emplacement de celui-ci. C'est dans Notre-Dame-des-Neiges, en fait, dans le 2e rang est, au 90. Puis en plus, c'est super facile à voir maintenant. Il y a des affiches, puis il y a même les panneaux signalétiques 9 à 1. Donc, chaque adresse dans le rang est bien indiquée. Donc, au 90, 2e rang est, à Notre-Dame-des-Neiges. Vous voulez plus d'informations sur le motel agricole de la MRC Les Basques? Eh bien, c'est un rendez-vous le 3 juin. C'est de 14h à 19h. On a divisé ça en deux. De 14h à 17h, en fait, les gens vont pouvoir venir. Il va y avoir un kiosque d'accueil pour les gens qui veulent l'information plus sur le motel agricole. Ensuite, on va se promener il va y avoir des gens qui vont pouvoir se promener sur le terrain pour voir aussi le motel agricole, qu'est-ce qu'on a à offrir. Et sur chaque parcelle, les locataires, les locatrices, elles vont être sur les lieux, pouvoir parler de leur entreprise, puis faire visiter aux différentes personnes, puis aussi pouvoir témoigner sur leur réalité d'habiter au motel, puis les avantages qu'ils en ont trouvé. Puis ensuite, ça fait que ça, c'est de 14h à 17h. Puis à partir de 17h, en fait, on va avoir un petit apéro festif là, avec un DJ sur place. Il va y avoir le jeu casse-croûte pour les enfants, qui est un jeu un peu serpent à échelle avec des questions agricoles qui sera animé sur place. Puis il y aura de la nourriture et des boissons alcoolisées ou pas. On aura alors le chant du fleuve kombucha qui sera là. On aura le caveau et on aura l'Estran cidrerie et à table avec leur cidre Picot qui sera sur place pour faire goûter les délicieux produits des Basques. Donc, l'invitation est lancée. Toutefois, prenez note que si vous voulez consommer sur place, il n'y aura pas de machine Interact, donc apportez du liquide sur vous. Et il y aura bien entendu une accessibilité aux toilettes pour ceux qui en ressentiront le besoin. Donc, notez à vos agendas le 3 juin prochain, en après-midi, au motel agricole de la MRC Les Basques.
À présent, à l'émission, on se dirige à Saint-Fabien pour l'exposition « L'homme comme un arbre » de l'artiste peintre pistolois Daisy Côté. Cette exposition, qui avait lieu le 5 mai dernier au Centre des loisirs de Saint-Fabien, mettait en vedette une série de 18 toiles de l'artiste Daisy Côté. Le moment de la sortie de cette exposition, ce n'est pas un moment anodin, c'était pour célébrer le mois de mai, qui est le mois de l'arbre. D'ailleurs, l'Association forestière Bas-Laurentienne était sur place pour cette occasion. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde en cette belle journée du 5 mai, là, où on va rendre hommage à Daisy Côté, artiste peintre, natif de Saint-Fabien. Et puis, on lance la cérémonie avec une plantation d'arbres ici à la bibliothèque Jovette Bernier. Je donnerai la parole, un petit 2 minutes, à Mario Beauchesne, le maire de Saint-Fabien. Merci d'être venu en si grand nombre, puis merci M. Côté, puis c'est un privilège pour nous de vous accueillir à Saint-Fabien. Retour aux sources. Je ne vous connaissais pas, mais c'est un plaisir pour moi, puis on espère une belle après-midi, puis merci d'être avec nous. Merci. Merci. L'Association forestière Bas-Laurentienne est ici aujourd'hui pour le lancement du mois de l'arbre et des forêts. Puis, dans le fond, notre principal mandat, c'est de vulgariser la forêt, de rendre la forêt accessible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, on profite de l'exposition de M. Côté aussi pour, par le biais, faire une petite conférence sur l'arbre urbain et pouvoir lancer en grand le mois de l'arbre. En temps normal, pendant la période scolaire, nous, on est présents dans les écoles primaires, secondaires de tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, on court de l'Apocatière à l'Éméchin et aussi la vallée de la Matapédia. Donc, on a des ateliers éducatifs pour les jeunes de niveau primaire et aussi pour les jeunes de niveau secondaire, avec lesquels on va vulgariser certains enjeux par rapport à la foresterie, que ce soit la gestion forestière, que ce soit la croissance des arbres, tout simplement la biodiversité et les métiers forestiers aussi. Donc, on va parler de ça pour rendre ça agréable à tout le monde et pour inciter le plus de grand nombre de gens possible à aimer la forêt. Alors, bonsoir aux gens de Saint-Fabien. Bonsoir aux gens d'ailleurs. Moi, je suis d'ailleurs. Hein? Je suis un Montréalais, peut-être avec mon accent, vous m'avez reconnu. Je suis un professeur retraité de l'UQAM. En 2015, j'ai pris ma retraite. J'étais dans le domaine des sciences humaines. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans mon temps libre? J'ai passé ma vie à l'Université du Québec à Montréal. J'étais étudiant en 69, lors de la fondation. J'étais étudiant, là, et après, je suis devenu professeur. Puis là, en 2015, j'ai quitté. J'ai quitté parce que, on m'a mis dehors. J'aimais tellement ça, moi, d'être là, je ne veux pas m'en aller d'ici. Je veux mourir ici. On dit, non, ici, on n'est pas équipé pour recevoir les personnes défuntes. C'était mieux de partir avant. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ça veut dire que je suis vieux. Là, je m'en vais à la retraite, je suis vieux. Mais j'ai retenu, une phrase d'un philosophe grec. Écoutez, j'ai de la culture. Moi, j'ai fait un cours classique, là, un philosophe grec qui s'appelle Plotin, qui a dit, à un moment donné, je suis vieux, mais je continue d'apprendre. Donc, j'ai dit, je vais continuer d'apprendre. Mais là, le problème, c'est apprendre quoi? Tu sais, puis on dit toujours qu'un professeur, c'est, un éternel étudiant. Donc, je me suis dit, OK, je vais apprendre les arts. Les arts m'intéressent. Dans mon enseignement, etc., souvent, je faisais référence à des peintres,
à des arbres. Puis là, je me suis dit, là, je vais approfondir ça. Alors, c'est dans ce sens-là que comment j'ai connu Daisy Côté, c'est pas par hasard. C'était planifié, mon affaire. OK? C'était organisé. J'ai dit, là, comme je dis, ma conjointe demeure, elle est née à Fopista. Je me suis rendu au centre touristique. Il a dit, as-tu de l'art ici? Ils ont dit, oui, Daisy Côté. Fait que là, je me suis rendu, je veux dire, à son atelier, j'ai sonné. Ça m'a sonné et entré. Puis là, j'ai rencontré Daisy Côté, et là, ça a changé ma vie. Moi, je me suis toujours intéressé, j'ai cherché à mieux comprendre l'être humain. C'est pour ça que j'ai été en sciences humaines. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi un être humain? Et là, j'ai été comme saisi par 3 grandes questions, que ça appelle des questions existentielles. Et ces questions existentielles-là, ils sont dans le tableau. Et c'est une peinture de Paul Gauguin, le fameux peintre Paul Gauguin, qui, à la fin de sa vie, a fait un tableau, OK, qui veut dire, s'appelle D'où venons-nous? Moi, je viens de Montréal. Toi, tu viens de Saint-Fabien, je pense, hein? OK. Que sommes-nous? Moi, je vous ai dit, je suis retraité, je ne savais pas. Lui, c'est un artiste peintre, OK. Où allons-nous? Et ça, c'est des questions de base, OK. C'est dans ce sens-là que je me suis intéressé, je veux dire, aux arts, pour essayer d'avoir une réponse à mes questions. Là, j'ai appris qu'on descendait du singe. OK? Mieux encore, on est plus que ça, on est des singes. Alors, bonne nouvelle pour vous autres à soir. Je retourne à la maison en disant, bon, je suis un singe. Et là, je rencontre Daisy. Je l'ai contactée parce que je m'intéresse aux chevaux. Moi, je suis dans le domaine des chevaux parce que ma fille est dans le domaine. Fait que, je veux dire, Daisy a peint des chevaux. Je dis à Daisy, moi, ce qui m'intéresse, c'est les chevaux que tu as peints. Très beaux chevaux, etc. Chevaux de trait. Et là, il me dit, on était dans le début, je pense, le début de la COVID. Et là, il me dit tout d'un coup, hey, André, je commence à peindre des arbres. Ah bon? Je dis, les chevaux, ça ne t'intéresse pas? Moi, j'aimerais ça, d'autres chevaux. Là. Non, il dit, je suis dans les arbres, là. Là, je n'ai pas dit le choix de révélation. Là. Je me dis, quand même, il manque d'inspiration. Tu sais, je veux dire, les arbres, je veux dire... Moi, vous dire, franchement, les arbres, ça ne m'a jamais intéressé. Puis même, là, j'ai un rapport, plutôt, j'ai eu un rapport conflictuel. Moi, j'ai un arbre chez moi, à Montréal, il est gros, immense, et je l'haïs. Tu sais, les racines, qui viennent endommager mon salage, qui viennent endommager mon système d'égout, etc. Moi, les arbres, non, ça, c'est pas mon rayon. Hein? Et puis, j'ai dit, bon, ben lui, s'il veut s'amuser avec les arbres, il s'amuse, mais on va rien savoir. Puis là, à un moment donné, je vais le voir, puis il dit, j'ai fini. J'en ai fait 18. Ah, c'est une forêt, là, t'es bien parti. Fait qu'il monte ça, puis là, il me dit, je sais pas, vas-tu les vendre? Ben, j'ai dit, écoute, fais une exposition. Puis là, j'ai commencé à regarder les arbres, puis il dit, c'est pas laid. Puis même, il dit, c'est même très beau. Et là, il me dit, là, j'ai dit, si on fait une exposition, j'ai dit, tu veux-tu faire ça à Saint-Fabien? Parce que j'apprends qu'il vient de Saint-Fabien. Fait que tu fais ça à Saint-Fabien, je rencontre Maryse, je présente Daisy, puis Maryse a dit, oui, on fait une exposition sur les arbres. Ah, bon, excellent. C'est quoi le titre que tu veux donner de l'exposition? Tenez-vous bien, là. L'homme comme des arbres. Puis qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, oui, c'est l'homme comme des arbres. Mais je dis, écoute, là, ben, je dis, moi, j'étais avec les singes, là. Puis là, tu dis, tu sais, le singe descend de l'arbre, là. Puis là, ben, je dis, là, maintenant, là, je suis un singe, moi, je suis un arbre. Ah, ben, je lui ai dit, j'ai bon voyage. Puis là, je découvre à un moment donné que c'est vieux comme la terre. Je veux dire, l'idée d'associer, de comparer l'homme à un arbre, ça date, ça, de la Bible, puis tout ça, tu sais. Puis lui, il reprend ça, là, puis il arrive avec ça. Daisy Côté, en découvrant son art, en découvrant les arbres, ça m'a comme amené à réfléchir beaucoup sur l'être humain. Et c'est là que, je veux dire, ça a suscité chez moi, tu sais, le goût de devenir
un artiste. Qui suis-je? Je suis un artiste. Il m'a inspiré beaucoup, il m'a donné le goût de créer. OK? Et là, j'ai commencé à écrire des textes parce que je l'ai interviewé pour connaître davantage qui il est, sa conception de l'art, de la peinture. Et là, j'ai dit à Daisy, on fait un catalogue. Là, c'est sûr, quand je dis catalogue, là, pensez pas au catalogue commercial de Eaton, puis de Dupuis, puis tout ça, là. Bien, il y a un lien. Le catalogue d'exposition, ça fait partie de l'exposition. Donc, c'est quand vous allez être chez vous, si vous allez pouvoir, à ce moment-là, le revivre. Tu sais, de revoir ça, et dire, ah oui, quand je m'appelle Daisy à 17, à la fin. Puis, il y a aussi ceux qui ne sont pas venus, bien bon pour vous autres. Hein? Ça devient 3 jours, mais, ça permet aux gens qui n'ont pas pu venir, hein, de voir les œuvres, parce que là, tu ne peux pas, comme moi, veut dire, aller si souvent aller voir ces peintures-là, je ne dis pas sûr que ça va être accessible, là, j'ai Daisy peut-être une coupe, je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Mais c'est dans ce sens-là que ça permet aussi aux gens de... Puis ça permet aussi... Pourquoi j'ai fait un catalogue? Peut-être la principale raison, c'est la suivante. Moi, quand j'ai rencontré Daisy Côté, je me suis documenté un peu, tu sais, parce que le service touristique, ils me disent, il y a Daisy Côté. C'est qui, ce gars-là? Je veux dire, je m'en vais sur Internet, rien, sinon, il y a une boutique, une galerie à Trois-Pistoles. Mais c'est qui, ça? Aucune information. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça vaut-il la peine d'aller le voir? Tu sais, je veux dire, ils ne sont pas tellement connus. Bon. Mais, je veux dire, puis quand je l'ai rencontré, puis j'ai vu les peintures, je dis, waouh! J'ai dit, qui vous êtes, vous, là? Ben, il m'a dit, je suis un artiste à peindre. Wow! C'est pas rien, là, ça. Et là, je lui ai dit, moi, je suis prêt à travailler avec toi, parce que c'est ma job, ma future job en tant qu'historien de l'art, de mettre en valeur les œuvres d'art et les peintres. Puis je voulais continuer un peu, travailler un peu avec toi. Alors, c'est dans ce sens-là que le catalogue, ça s'inscrit pour mieux faire connaître Daisy, hein, à partir de ses œuvres d'art sur les peintures. Le catalogue, c'est quoi? C'est un peu le récit de notre aventure avec Daisy. Mais compté pas comme un roman, mais il y a des textes là-dedans. Il y a un certain nombre de textes qui présentent l'exposition, qui présentent l'auteur aussi. OK? Là, on va remercier des gens. Mais surtout, on va commencer par des excuses. Hey, je m'excuse, moi, là je suis arrivé avec un projet. J'ai fait travailler, je veux dire, Marie, là, à travailler. Une surcharge, je veux dire, impossible. Je m'excuse auprès de Daisy. Daisy, je l'ai fait travailler. Je veux dire, je m'excuse, Daisy. Tu sais, je l'ai dérangé dans sa solitude. Je l'ai... Non, mais un peintre, là, c'est une personne solidaire. Je calmais beaucoup. Dans sa solitude, aussi, je veux dire, les déranger, je veux dire, souvent, toujours disponible. Alors, l'autre personne à qui je veux m'excuser, c'est Denise, la conjointe. Denise. Hey, tu sais, j'appelais, là. Allô, Denise, ça va bien? Je peux-tu parler à Daisy? Combien de fois je l'ai dérangé, etc. Puis, une petite histoire aussi, Daisy et moi, quand on se racontait, lorsqu'on se rencontrait, on se racontait des histoires. Puis là, on était partis. Là, on partait, là, on veut dire. Puis à un moment donné, on entendait une voix. Daisy! Tu sais, il était rendu 5h, 5h15. Daisy! Non, t'es là. Est-ce que tu entends une voix, Daisy? Je pense que c'est Denise. Viens manger, là, Daisy. Ça fait que, je veux dire, pour m'excuser, Denise, Frédéric, sa petite fille, offre cette gerbe. Alors, c'est pas des fleurs, parce que c'est pas d'occasion, c'est des branches. Pour finir, je vais leur dire peut-être deux choses, Daisy.
Écoute, t'as été pour moi, puis t'as encore une inspiration. Tu fais partie maintenant, je veux dire, de mon musée imaginaire. Hein? Mon musée imaginaire, t'es pas tout seul tout de même. Il y a Gauguin, mais là, je veux dire, ça, là, c'est à côté de Gauguin, OK, dans mon musée imaginaire. Et puis, je voudrais, te remercier beaucoup et, je lève mon béret en ton honneur. Merci. Bonsoir tout le monde. Inquiétez-vous pas, je vais respecter le quelques mots. Je suis pas encore retraité, moi, donc je suis habitué de tenir les temps. Donc, ça me fait grand plaisir d'être là ce soir. Et évidemment, moi, je l'ai appris juste avant le discours d'André que j'allais parler, donc j'ai rien préparé. Donc, je vais y aller spontanément. La première chose que je voulais faire, en fait, c'était vous remercier au nom de la famille de vous être déplacés pour être là aujourd'hui. On l'apprécie énormément. Pour plusieurs d'entre vous, je sais que ça fait plusieurs fois que vous venez à des expositions de Daisy, donc j'imagine que si vous êtes encore là, c'est parce que vous l'appréciez et vous appréciez ce qu'il fait aussi. Donc, ça nous touche, la famille, que vous soyez là, et ça le touche énormément, lui. Vous savez que c'est une personne qui est très, très sensible, et des fois, il ne le dit pas toujours, mais c'est important pour lui que son monde soit là. Donc, il y a une solitude, évidemment, dans son sous-sol à faire ses tableaux, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement social et qui apprécie beaucoup les gens autour de lui, surtout sa famille. Donc, vous savez que ceux qui le connaissent de proche, j'ai rarement vu quelqu'un qui parlait autant de sa famille que de lui. Ça fait déjà à peu près 20 ans que je fais le test quand je vais voir, que je me dis, est-ce que c'est possible d'aller chez Daisy une fois sans qu'il me fasse une imitation de sa mère? C'est pas encore arrivé. Donc, à chaque fois, il y a toujours les histoires de sa mère qui a été la première grande influence pour lui. Je pense que c'est la première personne qui l'a encouragé à faire de l'art. Vous savez que, on est à Saint-Fabien. C'est une famille d'agriculteurs, les Côtés, depuis plusieurs générations. Donc, c'était pas nécessairement quelque chose de naturel de faire ça. Ce qui était naturel, c'était de s'occuper des champs, s'occuper des animaux de la ferme, etc. Et mon grand-père l'a toujours dit, à partir de 9 ans, tu es supposé être un homme et t'occuper de la ferme. Et donc, 9 ans aujourd'hui, c'est l'âge de Sarah Maud, ma plus jeune, c'est pas très vieux. Je la vois pas s'occuper d'une ferme. Donc, évidemment, Daisy, lui, faisait ce qu'on lui demandait de faire, mais il avait souvent un bout de papier, un bout de crayon, et essayait de dessiner. Et c'était plus fort que lui, il devait le faire, mais c'était pas nécessairement quelque chose qui était encouragé ni récompensé à l'époque non plus. Donc, malgré ça, il a persévéré, et je suis très fier de lui qu'il l'ait fait. Vous savez qu'il a fait plein d'autres choses à part la peinture dans sa vie. Évidemment, c'est un peintre professionnel, mais il a fait énormément d'autres choses aussi. Et moi, j'ai eu la chance de voir la plus grande partie de son développement parce qu'il a fait quelques tableaux qui existent encore avant ma naissance, à la fin des années 60. Mais je pense qu'il en reste 3 ou 4 à peu près. Donc, après ça, il y a eu une grande pause et il a recommencé à faire de la peinture quand Dominique était bébé, là, autour de début des années 80. Et c'est ce que vous voyez dans son atelier maintenant, c'est surtout ces œuvres-là. Donc, évidemment, il y a eu une grande évolution depuis le début des années 80 et moi, j'ai eu la chance de la voir. J'ai aussi hérité de la tête de cochon des Côtés, donc j'ai été un peu critique parfois, mais il ne me l'a jamais reproché. Et j'ai toujours été très honnête avec lui et je suis très fier de ce qu'il a réussi à faire dans sa carrière. Donc, apparemment que c'est sa dernière exposition, mais j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Comme à chaque année, c'est la dernière année qu'il va donner des cours, la boutique d'encadrement est supposée être fermée, mais quand je l'appelle, souvent, il me dit « Ah, ben là, je peux pas te parler, je suis en retard dans mes encadrements, j'ai une liste de personnes qu'il faut que je fasse des livraisons pour ci et ça. » Donc, ça se peut que ce ne soit pas la dernière. Donc, profitez-en quand même, des fois que ce serait le cas. Il y a quand même eu, on va célébrer ce soir son 80e anniversaire de naissance il n'y a pas si longtemps, au cours d'hiver. Donc, on espère qu'il y en aura d'autres.
mais peut-être que c'est la dernière. Si jamais c'est le cas, je pense que c'est une très belle exposition sur une thématique qui, moi, me touche beaucoup parce que je suis vraiment un amoureux des arbres depuis, contrairement à M. Duprat, moi, je ne déteste pas les arbres. Quand j'étais petit, à Saint-Anaclet, avec mon grand-père, lui me bandait les yeux, puis il me faisait sentir des arbres, il me faisait toucher aux arbres, puis il me faisait les goûter pour que je les apprenne toutes les essences par cœur, parce qu'il avait passé sa vie à travailler dans un moulin assis. Et moi, mon amour des arbres, je pense, remonte à cette époque-là. Et c'est lui qui m'a montré à identifier mes arbres au début. Et j'ai jamais arrêté de faire ça. Je les aime en tant qu'écologiste, parce que je suis chercheur en biologie, mais je travaille plus du côté de la faune et non du côté sylvicole. Mais quand même, et dans la vie de tous les jours, ben, je passe beaucoup de temps aussi à faire de la menuiserie. J'ai hérité ça de mon père, faire de l'ébénisterie, comme bien d'autres côtés dans la famille aussi. Donc, je suis très content qu'il ait fait cette exposition-là. J'ai dépassé les quelques mots, mais je ne savais pas où ça commençait ni où ça finissait. Je pense que c'est assez. Je veux juste dire à mon père que je suis très fier de lui et bravo pour l'exposition. Si pour des besoins pratiques, la peinture n'a pas été ma seule occupation au fil des ans, elle a été toutefois une compagne fidèle et inspiratrice à qui j'ai voué une passion absolue. La peinture propose une passionnante aventure d'exploration de l'imaginaire, qui finit souvent par modifier notre réalité quotidienne. Elle rappelle constamment les exigences de beauté, de liberté et d'humanisme que peuvent seuls donner un sens à l'évolution de l'art. J'ai passé ma vie à peindre. Pour moi, la vie est peinture. Et la peinture est une façon de voir, de dire, d'écouter et de sentir les choses et la vie. Pour moi, tout est peinture. Entre moi et ma toile, je dis toujours, il y a un muet dialogue et je ne peux énumérer toutes les expositions, les cours, les visites de galeries, de musées, d'ateliers d'art, de rencontres de peintres, de galeries-écoles que j'ai eues. Et rappelons seulement qu'ici, à Saint-Fabien, j'ai fait l'ouverture du Moulin d'art de Saint-Fabien en 1993. Alors, c'était pas une ouverture de dire qu'on met 3-4 tableaux, là, parce que le Moulin d'art, à cette époque-là, avait 3-4 étages, tournait en rond, et on avait empli le moulin. On a jusqu'en haut. C'était tout du dédicoté. J'en ai fait de la peinture. Des marines, du portrait, des bords de mer, des oies, des paysages, des chevaux, des scènes de ville, des châteaux et plusieurs arbres. Mais aujourd'hui, c'est se rappeler de Saint-Fabien, de la famille Côté, père, de la famille Coulombe, mère, et des autres disparus, des ancêtres et toute la famille. On peut se rappeler par un texte que j'ai écrit après le départ des parents, il y a plusieurs années. Le temps de se rappeler, c'est une histoire de nos parents et l'histoire de nos enfants. Le temps de se rappeler. Le temps. Un moment d'arrêt dans le temps, en s'aimant vivant. Se souvenir sans soupir, en se laissant vieillir. Le temps. Le temps que l'on prend et le temps disparu. Le temps de se rappeler. Les années ont passé, alors qu'en soirée, destin d'avril, pour tes enfants fébriles, sans prendre le temps de nous dire tu as dû partir, laissant ton nom en héritage, comme un gage restera au-delà du temps. Le temps de semer, de récolter, mais où est passé le passé? Le temps de se rappeler d'un départ au hasard, au matin, quand on fait son jardin, quand le pommier se fait rosier,
Tant d'années ont passé. Mais le temps reste présent, est présent lorsqu'on pense à elle, la femme qu'elle était. Le temps des enfants, le temps des gars, le temps des amours et le temps des retours. Le temps de se rappeler du serment d'octobre habillé de blanc, de belles et dentelles, de marier toutes ces années, 20, 25, 50 ans à féliciter. Le temps des maris, le temps de danser, de chanter, le temps de peindre, de brosser un tableau. Le temps, le temps. Le temps trace son temps. Le temps qui passe, le temps qu'il nous reste, c'est le temps que je prends pour dire que je vous aime. On est maintenant rendu à la moitié de notre émission. On prend donc une pause publicitaire et au retour, on vous présente des extraits de la conférence sur l'arbre urbain que l'Association forestière Bas-Laurentienne a présentée lors de l'exposition de M. Daisy-Côté. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. À l'École secondaire de Trois-Pistoles, nous sommes très fiers de notre programme GTI FMS Prédep. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner l'épisode qui a été tourné aujourd'hui sur le site de tcbh.tv. Bon visionnement! Je pense qu'ils sentent qu'on est là pour eux autres, on est là pour travailler pour eux. On n'a pas non plus de
comment je pourrais dire, de préjugés par rapport à leurs difficultés. Là, on les prend où ils sont, puis notre objectif, c'est juste de les amener un peu plus loin par rapport à leur objectif final là, pour leur choix de carrière. Si je me fie à la moyenne que j'avais, genre en secondaire 3, là, en maths, ma moyenne était d'environ, je pense, 57 en maths. Puis depuis que j'étais avec Michel, ma moyenne est toujours montée genre à 87. Même moi, je m'en revenais pas de ma moyenne, comment elle a monté. Le fait qu'on soit dédié entièrement à ces élèves-là dans l'école, qu'on ne va pas faire autre chose à l'extérieur, qu'on est tout le temps avec eux autres, bien, ça aide à développer le lien d'attachement, puis la confiance qu'ils vont avoir avec nous. Puis c'est tranquillement, pas vite, qu'on réussit souvent à inverser leur mauvaise expérience par leur faire vivre, comme je me répète, mais ces réussites-là qu'ils n'ont pas souvent vécu dans leur parcours académique. On est là pour les aider, eux autres. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle, parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français. Je suis là. Me vois-tu? Nous sommes 11 nations distinctes. 11 façons de vivre ici. Wendat. Iyo. Kanyagahaga. Mi'kmaq. Abenaki. Wolastoqui. Innu. Adikmak. Anisnabe. Naskapi. Inuit. Maintenant, tu nous vois. Et c'est le début de quelque chose. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. On est de retour. Donc maintenant, on s'en va voir des extraits de la conférence sur l'arbre urbain que l'Association forestière Bas-Laurentienne a présentée le 5 mai dernier lors de l'exposition de Daisy Côté à Saint-Fabien. On vous en présente des extraits puisqu'on a l'intention de vous présenter l'intégralité de cette conférence lors de l'émission Dans nos régions. Avec l'Association forestière, on a trouvé une belle opportunité de lancer le mois de l'arbre des forêts cette année, ici à Saint-Fabien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Association forestière, en fait, on est un organisme à but non lucratif dont notre mission principale, c'est d'éduquer les jeunes et les moins jeunes, de sensibiliser en fait la population à l'importance sociale, environnementale, économique, culturelle des forêts, de son développement durable également. Donc, c'est vraiment sur plusieurs paliers que l'association navigue en fait à sensibiliser les gens. On est indépendante des intérêts particuliers, puis on a réellement un lien avec la forêt et les collectivités de la région. Je ne m'attarderai pas plus longtemps au niveau de l'association. J'aimerais juste passer le flambeau à notre conférencier qui a accepté gentiment de venir donner une conférence, en fait. C'est M. Vincent Gautret-Guénet. Désolée si je ne prononce pas bien votre nom de famille. Donc, c'est une personne qui détient un doctorat en biologie à l'UQAR. Il a aussi fait un post-doctorat à l'UQAR. Travaille à la CERFO depuis 2021. La conférence aujourd'hui va porter sous le thème « La forêt urbaine, tour d'horizon d'un milieu en pleine mutation ». Donc, dans le fond, j'avais préparé une petite présentation, un support visuel, mais comme on n'a pas de quoi le projeter, je vais essayer de vous le décrire du mieux que je peux. Mais c'est pour ça que j'ai mon ordinateur sous les yeux, normalement vous devriez le voir. Donc, dans le fond, pour commencer, j'aimerais commencer par une citation d'Alain Paquette. Alain Paquette, c'est un chercheur qui est très, très connu au Québec, qui travaille à l'UQAM, puis qui est très actif dans le domaine des forêts urbaines. Et il a l'habitude de dire dans ses entrevues une phrase que j'aime assez, puis qui est assez vraie. Sa phrase, c'est « On connaît actuellement mieux les épinettes noires de la lointaine forêt boréale que les arbres urbains qui sont sous nos fenêtres ». Mais je vais commencer par un bref historique de la forêt urbaine.
Dans les grandes villes canadiennes, la création des premiers parcs se sont faits dans les années 1860 et un petit peu après 1870. On a par exemple le parc Mont-Royal à Montréal qui a été inauguré en 1876. On a aussi de la plantation d'arbres de rue dans ces époques-là, mais rien de concerté. C'est plutôt des initiatives individuelles, mais il n'y a pas de stratégie globale, il n'y a pas de vision globalement de ce que ça pourrait représenter, de tout ce que ces arbres, est-ce qu'ils représentent un collectif ou non. Pour l'instant, c'est simplement pour le côté esthétique et puis verdir un peu les rues, mais sans plus. Et puis, environ 100 ans plus tard, dans les années 1960, il y a eu ce qu'on appelle la maladie hollandaise de l'orme qui est arrivée. Et cette première vague d'épidémie qui a été vraiment intense, elle a tué la majeure partie des ormes qui peuplaient nos villes. Et manque de chance, nos villes étaient beaucoup peuplées d'ormes. Donc en fait, on a des rues complètes qui étaient vertes, qui étaient plantées, puis qui sont retrouvées désertes et sans plus aucun arbre de planté. Cette maladie qui est transmise par un scolite, en fait plusieurs scolites qui transmet 2 champignons, elle a amené une réflexion. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être penser à nos arbres urbains dans nos villes et nos villages comme quelque chose qu'il fallait aménager, qu'il fallait réfléchir. Ça a vraiment été un point déclencheur, ça a été un point de départ. Donc cette prise de conscience que les arbres du milieu urbain, finalement, ça forme un ensemble, ça a amené la création de l'expression forêt urbaine. Parce qu'avant, on ne parlait pas de forêt urbaine. La forêt, c'était réservé à ce qui était en dehors de la ville. Mais au sein de la ville, là, on ne parlait pas de forêt urbaine. Il y a eu le développement du programme de foresterie à Toronto dans les années 1970. C'est le premier au Canada. Il y a eu de la création de programmes successifs visant à développer la forêt urbaine, à encourager, à planter. Et puis, il y a eu l'intégration dans la stratégie nationale canadienne sur les forêts en 2003 et 2008. C'est un peu les fondements là, d'une pensée qu'il fallait investir et qu'il fallait développer cette forêt-là. Donc, à partir de ce moment-là, des années 1970, les arbres urbains ne sont plus considérés comme de simples meubles de rue. Et je choisis cette expression volontairement. On a arrêté de considérer ça comme juste un aspect décoratif qui venait meubler nos rues. Donc, depuis, l'intérêt et la demande de connaissances qui viennent de tous les acteurs qui participent en fait à l'aménagement de nos villages et de nos villes, elle n'a fait qu'augmenter. Il y a vraiment un engouement profond depuis ces années, puis qui va en augmentant. Donc ça a créé une émulation immense de recherche. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on connaissait mieux la forêt aménagée, la forêt naturelle, parce qu'on l'étudie depuis des centaines d'années, alors que finalement la forêt urbaine, on s'est mis réellement à l'étudier depuis les années 1980-1990. Donc c'est relativement récent. Donc on rentre progressivement dans l'ère des services écosystémiques. C'est ce que je vous disais, notre forêt urbaine, en fait, elle va pouvoir nous rendre des services. Notre forêt urbaine, on commence à la considérer comme un écosystème à part entière. Et puis, en fait, cette demande de recherche, de connaissances, de conseils pour mieux aménager, pour mieux penser nos affaires, elle a fait qu'augmenter, que s'accélérer depuis l'avènement des changements climatiques. Notamment quelque chose qui doit vous parler, là, si on parle d'îlots de chaleur, je pense que que ce soit en ville ou même dans des municipalités plus petites que des grandes villes, ça fait écho à tout le monde là, l'été, maintenant, les îlots de chaleur. Donc, quels sont les bénéfices, finalement, que notre forêt urbaine va pouvoir nous rendre? À quoi ça sert? J'en ai relevé quelques-uns. C'est sûr que dans le cadre d'une conférence qui dure à peu près 45-50 minutes, le temps de laisser la place aux questions, je n'ai pas le temps de tout voir, mais je vous ai mis quelques éléments vraiment importants. Le premier, c'est la santé mentale. Il y a des études qui ont montré, puis ça c'est prouvé, c'est documenté par vraiment des scientifiques qui font des recherches là-dedans, que l'activité physique donc, est encouragée par la présence d'arbres urbains. Quand on offre des espaces récréatifs agréables, là, on augmente la fréquentation et on encourage les gens à aller faire de l'activité physique, ce qui de base est bon pour la santé.
La forêt urbaine, elle permet aussi donc une amélioration du bien-être mental, de réduire le stress, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Elle encourage les interactions sociales et elle permet de développer un sentiment d'appartenance à la collectivité. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants, parce que quand on est dans des endroits, c'est peut-être pas le cas à Saint-Fabien, mais quand on est dans des quartiers de maisons toutes pareilles, où on a un isolement social qui est vraiment très important, comme certains quartiers à Lévis par exemple, cet aspect-là d'apporter l'arbre urbain pour rompre vraiment cet isolement social, il devient très important, ça devient un enjeu en fait. Et puis, juste pour information, ça a été montré aussi que 20 minutes par jour en contact avec la nature suffisent à faire baisser le niveau de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Donc si vous êtes un petit peu stressé, là, une petite marche de 20 minutes au contact de la nature, sachez que c'est très bon pour ça. Donc le deuxième service important, je vous en parlais un petit peu plus tôt, là, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. Donc les zones qui, au contraire, favorisent les îlots de chaleur, c'est des zones sans végétation, des zones fortement anthropisées, donc avec beaucoup de construction finalement, des zones avec de grandes imperméabilités des sols, où on ne laisse pas l'eau s'infiltrer nulle part, et puis là où on utilise des revêtements sombres, donc notamment l'asphalte des rues par exemple, ou des stationnements, ça c'est champion pour créer des îlots de chaleur. Puis dans le fond, c'est connu, c'est démontré là, que plus notre milieu va être densément peuplé, va être anthropisé, plus les îlots de chaleur vont être présents, plus on va s'éloigner de ce hyper centre-ville, plus on va avoir de verdure et finalement plus les îlots de chaleur vont être pas rares, mais ils vont être moins fréquents en tout cas. Donc pourquoi nos arbres permettent de lutter contre les îlots de chaleur? Vous allez me dire pour l'ombre. Puis vous allez me dire, on n'avait pas besoin d'un conférencier pour savoir ça, et vous avez raison. Mais il n'y a pas que l'ombre qui joue. En fait, les arbres, ils permettent de rafraîchir l'air, l'atmosphère, beaucoup par leur évapotranspiration. Le phénomène de puiser l'eau dans le sol pour finalement la restituer sous forme de vapeur d'eau par les feuilles, ça va créer un rafraîchissement intense. Et c'est encore plus efficace et plus important que l'ombre qu'ils apportent finalement. Donc, un exemple de projet qui peut se faire en lien avec ces deux aspects-là que je vous ai parlé, donc à la fois santé mentale et îlot de chaleur, c'est je vous avais mis un exemple là pour illustrer comment on peut intégrer un petit peu cette dimension de stratégie de forêt urbaine dans un cadre réel en fait. C'est la priorisation des zones à planter pour le collectif Canopée que le CERFO a réalisé. Le collectif Canopée, c'est un OBNL, c'est un regroupement de plusieurs associations, des organismes de bassins versants, des choses comme ça, qui est basé en région Chaudière-Appalaches, capitale nationale. Puis eux, ils ont souscrit au programme 2 milliards d'arbres du fédéral. Ils ont obtenu un financement et ils ont pour objectif de planter 10 000 arbres par an. Donc 10 000 arbres par an en milieu urbain, mais ils ne savaient pas trop par où commencer. Où est-ce qu'on devrait planter pour que ce soit le plus efficace, pour que les bénéfices soient finalement les plus importants? Donc ils sont venus nous voir en nous disant « on aimerait ça que vous puissiez nous dessiner sur la carte où est-ce que ça va être le plus pertinent de planter ». Donc nous, on a décidé de faire une analyse multicritère et on s'est basé sur 4 critères distincts. L'indice de défavorisation matérielle et sociale pour prioriser les quartiers qui en avaient le plus besoin, donc les quartiers les plus pauvres et les quartiers les plus isolés socialement. Les îlots de chaleur urbains, donc pour aller cibler les quartiers qui étaient le plus sensibles justement à ces vagues de chaleur très intenses à l'été. On a évidemment cartographié la canopée déjà présente parce que c'est moins efficace d'aller planter là où il y a déjà une canopée très développée. Et puis l'indice d'imperméabilité des sols pour aller cibler les endroits où on a besoin de restituer en fait l'infiltration de l'eau. Je vais vous parler maintenant des défis de l'arbre en milieu urbain. Nos arbres en milieu urbain, ils n'ont pas la vie facile. Il faut qu'ils fassent face justement à des maladies. Je vous ai parlé de la maladie hollandaise de l'orme tantôt.
Il faut qu'ils fassent face aussi à la pollution atmosphérique qui finalement, même s'ils vont nous aider à en capter une partie, ça leur rend la vie difficile pour croître et puis pour grandir. Puis après ça, ils ont toujours des conditions particulières, ces arbres-là. Ils sont sensibles au tassement des sols dans nos parcs. Ils sont sensibles aux sels de déglaçage qu'on utilise l'hiver et puis aux blessures qu'on peut engendrer en tant qu'utilisateur quand on les fréquente beaucoup durant la journée. Donc je vous parlais des maladies, mais la maladie irlandaise de l'orme, on entend un peu moins parler maintenant. Ce qu'on entend beaucoup parler, c'est la grille du frêne par contre. Dans nos forêts urbaines au Québec, on estime qu'un arbre sur 5, c'est un frêne. Et la plupart de ces arbres-là vont mourir à plus ou moins un long terme. Donc on va se retrouver à avoir un nouvel enjeu, après la maladie irlandaise de l'orme, à avoir une autre, finalement, cohorte qui disparaît quasiment totalement. Pour ne pas que la catastrophe se reproduise une troisième fois, parce que là c'est en bonne voie pour se reproduire une deuxième fois, ça va être de sélectionner des cultivars résistants aux maladies déjà présentes, et puis de miser encore une fois sur la diversité, on ne le répétera jamais assez, aller sélectionner des espèces, des genres et des familles différentes quand on choisit nos plantes. Nous avons vu donc que la forêt urbaine rend de très grands services. Elle doit se planifier avec réflexion, en s'appuyant sur la science. Il faut penser aux changements climatiques qui s'accélèrent et qui vont être là à nos portes demain matin. Et puis, il est urgent d'augmenter la diversité spécifique. Et je vais finir par une citation de M. Rabindranath Thakur, donc, qui était un philosophe indien du début du siècle, donc, qui est né en 1861 et qui est mort en 1941. Il disait « Celui qui plante un arbre, en sachant qu'il ne pourra jamais s'asseoir dans son ombre, a à tout le moins commencé à comprendre le sens de la vie. » Et j'aime vraiment beaucoup cette citation-là, parce que finalement, les arbres qu'on plante aujourd'hui, vous comme moi, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour les générations futures. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, ça clôt ma conférence. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu préparé pour vous. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions à nous faire, je vous invite encore une fois à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sans oublier bien entendu d'activer les notifications puisque ces dernières vont vous informer lors de la sortie d'une nouvelle vidéo de votre télévision communautaire préférée. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.